Bonjour à tous ceux qui ont pleuré dimanche devant l'hommage à Rafael Nadal. Les autres, vous n'avez pas de cœur, mais bonjour quand même. Et bienvenue dans Retour Gagnant, l'émission qui va tenter de laisser une petite empreinte sur la chaîne YouTube d'Eurosport et sur Max. Je suis bien entourée aujourd'hui dans Retour Gagnant avec deux joueurs français qui ont foulé les cours de Roland-Garros. Grégoire Barrère, salut Grégoire. Bonjour. Et Valentin Royer. Bonjour. Bonjour. Et vous allez d'ailleurs encore les fouler puisque vous allez jouer en double tous les deux, c'est ça ? Effectivement, ouais, le double qui commence aujourd'hui, mais pour nous, ça sera demain ou après-demain. Tant mieux, parce que du coup, vous pouvez être là. Exactement. C'est clair. Toi, Grégoire, tu joues avec Adrian Manarino. Exactement, avec le Divan Chauve. Voilà, mon ami Adrian, très content de jouer mon dernier Roland avec lui. Et vous allez affronter tous les deux une autre paire française. Ouais, on va jouer Doumbia Reboul, qui sont en forme en ce moment. Ils ont fait finale à Rome et gagné à Genève. On les connaît très bien, je les connais depuis qu'on est sur les futurs ensemble, donc voilà, j'espère que ça va faire un bon match. Ouais, ça va être sympa, on les connaît en plus, ils aiment bien mettre l'ambiance. Ils mettent le show, ouais. Et toi Valentin, tu joues avec Geoffrey Blancano. C'est ça, un joueur qui a fait un super début de saison en double, qui est proche du top 100 cette année en double. Et puis aussi qui a eu une invitation pour les qualifications de Roland-Garros, qui a fait une grosse performance aussi. Donc ouais, très content de pouvoir partager le cours avec lui. Eh bien, on va en parler justement de vos parcours à tous les deux. Vous avez joué ici à Roland-Garros le simple et vous avez en point commun d'avoir connu un Roland-Garros un peu spécial. Toi, Valentin, c'était ton premier grand tableau de Grand Chelem. On va en reparler. Et toi, Grégoire, tu as annoncé que c'était ton dernier Roland-Garros puisque tu allais arrêter ta carrière à la fin de cette saison. Tu as 31 ans. Tu as été 49e mondial il y a 2 ans, c'est ton meilleur classement. Et depuis, tu es un peu retombé plus loin au classement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a motivé ta décision d'arrêter ? Plusieurs choses. C'est vrai que déjà, le classement fait que j'ai pas envie de repartir en qualif de challenger et en futur. Donc je l'ai fait plusieurs fois le yo-yo et je me sens pas de le refaire pour revenir à mon meilleur classement. Je pense pas que j'en ai les capacités. J'ai une blessure depuis quasiment 1 an que je traîne. J'arrive pas à m'en défaire et ce qui fait que j'arrive pas à être à 100% à l'entraînement et en match. Donc c'est tout de suite plus compliqué de faire des performances quand on voit que les autres joueurs jouent tous très bien maintenant, que le niveau est très homogène dans le top 400. Tout le monde joue très bien, ça se joue à rien. Donc voilà, et puis en plus j'ai envie d'un peu moins voyager aussi. C'est vrai que faire les valises c'était un peu plus compliqué. Je suis devenu papa il y a 8 mois, donc petit chamboulement dans ma vie. Donc tout ça fait que je me sens pas capable de repartir sur une autre saison, de revenir à mon meilleur classement. Ça demanderait trop de sacrifices. C'est un problème au tendon d'Achille que tu as eu. Effectivement, c'est au tendon d'Achille. Qui traîne depuis la fin du gazon de l'année dernière. J'ai une fissure au tendon d'Achille et une excroissance osseuse qui frotte. Donc c'est compliqué à faire partir. Donc ça m'handicape un peu même dans la vie de tous les jours. Donc j'aimerais bien régler ça pour être tranquille un peu plus tard et pouvoir refaire du sport, faire d'autres sports comme du paddle par exemple. C'est à la mode, on en a parlé. Ici dans Retour Gagnant, Valentin, la peur de la blessure, elle est présente évidemment au quotidien pour des joueurs de haut niveau comme vous. Ouais. C'est notamment Greg, qui est un joueur qui est très expérimenté et même pas si vieux que ça pour le circuit en général. Oui, 31 ans, c'est jeune. Mais c'est sûr que c'est toujours un critère qui est très important. On fait très attention. Donc si Greg décide d'arrêter, c'est que vraiment il y a beaucoup de facteurs qui font que il a pris la décision qu'il pense être la meilleure. On se protège le plus possible de ce facteur blessure. On fait tout ce qu'on peut, en tout cas personnellement avec mon staff, pour prévenir ce genre de choses qui ne sont pas forcément les bienvenues dans une saison. J'ai la chance pour l'instant de faire une saison sans rien. L'année dernière, j'avais quitté les cours quelques semaines seulement. Donc ça fait 2 saisons que je suis vraiment laissé tranquille par ça. Aussi peut-être grâce à tout ce travail en amont derrière
pour prévenir les blessures. Donc ouais, c'est très important dans la vie d'un nageur de tennis. Toi Grégoire, donc tu étais en qualif là, à Roland-Garros et tu n'as pas réussi à te qualifier pour le grand tableau. Comment tu t'envisages du coup la fin de cette saison, puisque tu vas quand même encore jouer quelques tournois? C'est quoi le programme? Oui, déjà d'abord le double là, Ouais. pour finir en beauté à Roland, et ensuite je vais jouer encore 5-6 tournois, des challengers, principalement en France. J'ai toujours adoré jouer en France, j'y ai toujours bien joué pour la plupart des tournois, et je pense que c'est important quand on est français d'aller jouer un maximum les tournois quand on a le classement. Chaque organisateur fait le maximum pour pouvoir nous permettre de jouer dans des bonnes conditions. C'est souvent challenger des mini-grands prix, dans des belles salles, dans des beaux clubs, avec une organisation au top. Donc je pense que c'est un juste retour des choses qu'on puisse aller les jouer un maximum. Et voilà, j'ai envie de revoir, peut-être pas une dernière fois, mais voilà, toutes les personnes dans les organisations de chaque tournoi avec qui je m'entends bien. Ça fait plus de 10 ans que je les joue. Donc voilà, j'en ai gagné certains, donc j'ai envie d'y retourner. Donc voilà, ce sera principalement en France. Quand tu remontes un petit peu le fil de ta carrière, maintenant que la décision est prise, cette 49e place mondiale qui était quand même un super aboutissement, qu'est-ce que tu en retiendras de cette carrière? Je suis très heureux et très fier de ce que j'ai pu faire. Je ne pensais pas qu'arriver à ce classement-là, voilà, j'ai eu pas mal de hauts et de bas, comme je l'ai dit. Je suis redescendu 100e mondial, j'ai pu remonter dans les 100, je suis reparti 250, je suis remonté à mon meilleur classement ensuite. Donc voilà, j'ai gagné un match dans chaque grand chelem au minimum, sur chaque catégorie de tournoi. J'ai joué tous les plus gros tournois du monde. Dans le tableau quasiment à chaque fois, sauf Monte-Carlo où j'ai fait que les qualifs. Mais voilà, très heureux d'avoir parcouru le monde toutes ces années, d'avoir rencontré plein de gens et voilà, plein d'histoires, d'avoir partagé plein de moments avec mes potes sur le circuit. C'est ce que je retiendrai surtout de ma carrière. Tu as eu des très belles victoires aussi. La plus grande, en termes de classement, c'était face à Karen Khachanov, qui était 11e mondiale à l'époque. C'est ta plus belle victoire? En termes de classement, oui. C'est vrai que c'était pour aller au 3e tour à Rome. C'était cool. En plus, sur Terre, on m'a toujours dit que je ne jouais pas très bien. Pourtant, je pense que c'est pas loin d'être là où j'ai eu le plus de points pris avec le dur indoor. Mais je dirais quand même que ma plus belle victoire, c'est à l'US Open. Je me qualifie et je passe le premier tour 7-6 au 5e en 4 heures de match contre Nori. Et ce match-là me permet d'entrer dans les 100 pour la première fois. Donc, je dirais quand même que c'est ça, parce qu'une victoire en 5-7, c'est quand même différent d'un match en 2-7 gagnant. Ouais, c'est un joueur que tu as un petit peu suivi, Grégoire. Toi, Valentin, c'est la génération d'au-dessus. La génération qui était après les Gilles Simon, Gaël Monfils, Joe Wilfried Tsonga, Richard Gasquet. Ouais, alors c'est particulier avec Grégoire parce qu'on a eu un peu nos chemins se sont croisés à un moment donné à la All-In Academy, voilà, quand je suis arrivé les premières années sur Paris. Donc ouais, c'est quelqu'un que j'ai eu beaucoup à côtoyer sur mes années juniors, voilà. Donc ouais, notamment voilà, je me souviens de la victoire de Greg contre Grigor Dimitrov à Montpellier, qui était une grosse victoire et un gros palier de franchi, je pense pour Greg aussi à ce moment-là. Donc ouais, non, c'était assez et c'est assez émouvant de voir voilà un mec comme Greg qui franchit vraiment des étapes tennistiquement parlant et aussi dans les tournois de pouvoir voilà, gravir des échelons aussi vite et voilà, avec autant de relâchement dans les frappes, surtout en revers. Donc voilà. Et puis là, on s'est joué l'année dernière à Lyon dans un combat qui a duré en novembre, à peu près 3 heures. C'était un 7-6 au 3e. C'est ça, j'espère que je te rejouerai plus. Rester sur une victoire. Mais ouais, et puis le premier set anecdotique aussi où ça fait 21-19 ou quelque chose comme ça. Dans le tie-break. Oui, parce qu'il y a eu 6-7, 6-3, 7-6. C'est ça, exactement. Ouais, avec un gros tie-break, mais ça m'a pas battu, je suis reparti. C'est ça, exactement. Je pense qu'il voulait... Je voulais pas perdre. Non, voilà, il voulait pas perdre. On veut jamais perdre contre les jeunes, Moi et non encore plus. Valentin avec qui on s'est entraîné. Ah ouais, il y a une question d'ego. Il y a une petite rivalité, voilà, une Aussi, petite question d'ego. Ouais. J'avais pas du tout envie de perdre. C'est de la même génération, Grégoire, que Lucas Pouille, Mathias Bourg, Calvin Emery. Ça, c'est des joueurs aussi
que tu as pu admirer, qui ont pu te prodiguer aussi des conseils Alors, oui. Alors, Laurent Locoli, Enzo Cuoco, c'est les 31 ans. Ouais, c'est Mathias Bourg, pareil, je l'ai pas mal côtoyé aussi dans mes années à Paris. Et Calvin Emery, qui est un bon pote aussi à moi, avec qui on joue en équipe en Pro A. Donc ouais, c'est des joueurs qui m'ont, au-delà de l'expérience qu'ils peuvent m'apporter, pas mal chambré dans mes années juniors. On l'a un peu formé. Voilà. C'est important. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que ça forge aussi le caractère à moins dire de bêtises et à plus réfléchir avant de sortir des énormités qu'on peut sortir quand on a moins de 18 ans en junior. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai progressé aussi assez vite grâce à ça. Même si avec mon équipe autour, on a fait énormément de travail aussi en amont. Mais voilà, de voir ces joueurs qui ont la trentaine, ça m'a aussi inspiré. Notamment de voir aussi Mathias qui a fait un énorme match au premier tour à Roland-Garros contre Murray. Donc voilà, c'est des émotions qu'on a envie de reproduire sur notre année. Donc voilà. Parce qu'il y a une belle émulation dans le clan français, il y a beaucoup de joueurs, et tu en fais partie, qui brillent sur le circuit Challenger. Alors toi, tu as 23 ans et aujourd'hui, tu es 120e mondial, et tu as remporté 2 Challengers cette année à Kigali. Et en récompense de cette belle saison, tu as eu cette wildcard, cette invitation à Roland-Garros pour jouer ton premier grand tableau. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as su que tu avais le précieux sésame pour jouer un premier match en Grand Chelem ? J'étais très content, très heureux. J'ai vraiment pris ça comme une récompense du travail fourni, des résultats très encourageants aussi. Donc ouais, j'ai vraiment pris ça de la meilleure des manières, je pense, d'aborder ce premier tour assez relâché, vraiment en tant que challenger, plutôt que de mettre une pression particulière sur les épaules. J'ai pris ça très légèrement. Comme une expérience, une première expérience. Exactement. Après, on a toujours envie, et moi j'avais envie de performer et de gagner ce premier tour. T'étais pas loin, il y a eu 5-7, t'as été mis dans le bain direct, premier match en Grand Chelem, 5-7 face à Galan. Voilà, donc premier tour en tableau de Grand Chelem, premier 4-7, premier 5-7, premier match au-delà des 4 heures. Beaucoup de cases cochées là. Ouais, exactement. Premier match avec plus de 1000 personnes sur le court. Donc ça fait beaucoup de premières fois pour une première fois. C'était assez incroyable. Voilà. Malheureusement, j'ai pas su trouver les ressources pour aller gagner ce match-là, mais en tout cas, j'étais très, très déçu de moi à la fin du match, ce qui est normal quand on vit de telles émotions. Mais voilà, je prends ça comme une grosse expérience et quelque chose en plus que y a des joueurs qui sont dans le top 100 qui n'ont jamais joué de 5-7 dans leur vie. Donc voilà, je prends ça comme un plus et puis on va de l'avant pour le reste de la saison. Puis ça donne envie d'y retourner, donc c'est un boost aussi pour continuer à monter au classement et pour pouvoir entrer directement dans ces tableaux-là sans passer par les qualifs. Il y a aussi des gros gains quand on joue un premier tour de Grand Chelem, c'est important, j'imagine, pour la construction de la suite aussi d'une saison. On sait que jouer en Challenger, aller en Afrique comme tu as pu y aller, c'est des coûts à chaque fois de voyage, de logement, de tout ce que ça implique quand on emmène une équipe en plus avec soi. Oui, bien sûr. C'est une grosse aide financière, un gros bonus. Donc ouais, j'en suis très content. Encore une fois, je pense que au-delà de jouer un tableau principal, cette wildcard, c'est aussi une récompense des résultats sur le début de saison. Encore une fois, je ne peux pas dire grand-chose de plus. C'est un gros bonus, ça fait vraiment du bien. Ça met beaucoup de beurre dans les épinards. Parce que pour avoir sa team autour de soi et pour payer tout ce monde-là, il faut de l'argent. Donc voilà, je suis très content. Tu as beaucoup joué en Challenger, donc 3 titres de cette année. Il y a beaucoup de Français qui ont performé. On va voir le graphique avec les vainqueurs cette année
en challenger. Donc il y a eu Sacha Guemar à Quimper, Hugo Blanchet à Coblence, Arthur Bouquet à Lille, Kyrian Jacquet 2 fois en Inde, à Chennai et à New Delhi. On en avait parlé avec lui dans Retour Gagnant. Geoffrey Blancano aussi à Brazzaville. De back-to-back deux de suite. Français, c'était assez dingue d'ailleurs. Et de voir les copains, j'imagine qu'on suit aussi ce que font les autres Français. Il y a une émulation on se tire la bourre dans ce top 100, 200 où vraiment on voit que les résultats, c'est important de voir que les autres gagnent. Quand le premier fait un résultat, on se dit pourquoi pas moi, si lui il peut le faire, ça te pousse, ça te donne envie d'aller t'entraîner encore plus et essayer de le dépasser, mais tout ça, il faut que ça reste sain et je pense que c'est ce qui se passe, tout le monde s'entend très bien, tout le monde se soutient et c'est vrai qu'on peut voir que généralement quand un Français joue bien, la semaine d'après il y en a un autre qui rejoue bien directement. Ouais, mais c'est ce qu'on a constaté. Donc c'est qu'il y a forcément un lien. Moi, je les côtoie un peu plus, mais quand Hugo Blanchet gagne un tournoi, on sait très bien que la semaine d'après, c'est Kyrian Jacquet qui va faire un résultat et vice-versa. Et là, à chaque fois, c'était Kyrian à Roland qui gagnait ses matchs en qualif. Hugo les gagnait juste après, ils sont qualifiés en même temps. Bon, malheureusement, ils ont tous les deux perdu en 5-7. Ouais, il y a eu des grosses batailles. Voilà, tous les jeunes ont eu du mal en 5-7 cette année pour leur première, mais c'est vrai que c'est une bonne émulation. Il faut que ça continue. Chaque année, on gagne beaucoup de challengers en France, donc c'est top. Et ça veut dire qu'il y a un gros vivier avec de plus en plus de jeunes qui commencent à bien performer sur cette catégorie de tournoi. Et on espère qu'ils vont vite monter et que ça va performer en ATP maintenant, 250 et en Grand Chelem. On en a vu pas mal au premier tour, là, effectivement, ça n'a pas souri pour tout le monde. Toi, tu avais eu une wildcard en 2016 pour jouer ton premier Roland Garros. Alors, c'était pas pareil que Valentin, j'avais pris un top 10 direct. J'avais pris David Goffin, qui venait de mettre 0-0 à Berdych la semaine d'avant à Rome. Donc, je suis arrivé sur le terrain, j'étais un peu tendu, je n'avais pas envie d'en prendre une bonne. Et finalement, j'avais fait mon match, j'avais pris 3-7, mais je ne m'étais pas fait ridiculiser, j'avais eu un break dans un set. Et c'est toujours spécial de jouer pour la première fois dans le tableau de Roland. Quand t'es petit, tu viens voir les matchs, tu regardes à la télé, t'en rêves. Et là, t'y es. Alors, moi, j'ai joué sur l'ancien 2, donc ce stade n'existe plus. Mais c'était une super expérience. Et la première fois que tu joues devant du public qui te soutient, avec une super ambiance. Et c'est vrai que les premiers 5-7, c'est jamais évident à gérer. Tu sais pas comment ton corps va réagir. Et c'est toujours une petite notion de stress. Et je pense que Valentin l'a plutôt bien géré parce que son premier 5-7 à Roland devant son public, il y en a beaucoup qui crampent. Moi, le premier, j'ai crampé. Donc il l'a plutôt bien géré et il va apprendre de ce match-là et pour les gagner par la suite. Et quand on a une invitation comme ça, on a un peu de pression aussi pas de mériter, mais de se dire, on m'a fait ce cadeau-là, il faut que je sois à la hauteur. Quand on joue un top 10... C'est une énorme chance et on a envie de bien faire, on a envie de prouver que c'était pas une erreur de nous la donner. Après, généralement, c'est dû à des très bons résultats les semaines d'avant. Donc, on n'est jamais là parce que c'est un miracle. Mais c'est vrai que toujours dans un coin de ta tête, tu as envie de montrer aux autres qu'ils ont eu raison de te faire confiance. Et c'est vrai que ça peut ajouter une petite pression en plus. Pour ma part, je réagis à ce que Greg dit. C'est vrai qu'au début du tournoi, quand je suis arrivé sur Roland Garros sur place, j'ai vu toute l'émulation et tout ça. Je me suis dit qu'il fallait que je performe, que je fasse de mon mieux et tout. Et je me suis mis une pression de dingue en fait. Et en fait, j'ai beaucoup parlé avec mon préparateur mental aussi et mon coach et mon staff. Ça reste avant tout Roland Garros une fête du tennis français. Plus qu'un tournoi et un gros événement tennistique, ça reste une fête. C'est comme ça qu'il faut le Exactement. Faut le voir. Et en fait, ça m'a vraiment relâché et ça m'a enlevé un énorme poids que je m'étais mis tout seul sur les épaules. Donc ça m'a permis de mieux jouer, de jouer beaucoup plus relâché et de ne pas me mettre une pression énorme, quoi. Et on entend parler des ambiances sur ces cours-là, on voit des matchs depuis des années. T'as été surpris toi quand même du bruit que ça peut faire T'arrives à te mettre dans ta bulle, c'est quelque chose. Parce qu'il y en a que ça peut inhiber, d'autres que ça porte. Là en plus avec le scénario qu'il y a eu, forcément, là c'était la fête. Ouais, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment pas l'habitude pour le coup de rentrer sur le court et que le court soit déjà complètement plein à craquer et que je rentre sur le court, ça chante la Marseillaise. Enfin on vit pas, j'ai jamais vécu ça. Des frissons, vraiment.
Donc ouais, et surtout ce public français qui m'a porté jusqu'au bout, quoi. Ce qui m'a aussi permis de remettre le train sur les rails et aller chercher un 5e set. Et surtout de me remotiver en étant mené de 7-0, pour aller chercher un 5e set, quoi. Donc voilà, mais c'était vraiment incroyable. Le public français, je trouve que ces dernières années, a de plus en plus suivi le tennis et a apporté une ambiance particulière, pas que dans le tennis, mais dans les événements sportifs. Oui, c'est vrai que les Jeux Olympiques aussi ont amené... C'est ça, on a amené aussi la MMA en France, ça a apporté une autre dimension pour les supporters de sport en général. Et maintenant, voilà, les Français ont cette réputation d'avoir une ambiance de dingue, tous les sports confondus. Donc ce qui est vraiment incroyable et une chance en tant que Français de faire partie de ce monde-là et de se faire supporter, c'est juste dingue. Justement, vous n'avez pas toujours été en France, tous les deux, vous avez beaucoup voyagé, vous avez quitté le giron familial assez tôt, toi à 14 ans il me semble, Valentin, pour entrer dans les académies. Et donc, tu es allé à Kigali cette année, qu'est-ce qui t'a amené à aller jouer ces challengers-là cette année-là, c'était... Alors déjà, on avait l'objectif sur la programmation de jouer assez tôt sur terre, quand tout le monde était encore un peu sur dur. J'ai un jeu aussi qui se prête à la terre. On a vu que c'était aussi en altitude, à 1500 mètres d'altitude, ce qui correspond aussi à mon jeu, avec un jeu assez lourd, un bon kick, un bon service. Donc ouais, j'ai su m'adapter assez bien à cette surface et surtout à cette altitude-là. Donc ouais, c'était le choix qui a été fait. Aujourd'hui, on en est très content. Oui, d'autant plus choix payant. Vu les résultats. Ça a été payant. Et puis voilà, c'était marrant parce que quand on est rentré du Rwanda, on a fait une semaine de pause et ensuite on est allé sur un autre tournoi à Zadar. Et là, c'était vraiment des conditions complètement différentes. On n'était plus en altitude, on était au niveau de la mer. Il faisait très froid. Ah, froid. Oui, très froid, parce qu'à Kigali, il faisait chaud, il faisait 30 degrés tous les jours. Très froid, venteux, pluie. Les balles étaient très, très grosses, très lourdes. Et j'ai fait finale quand même là-bas contre Borna Ćorić. Ça prouve que mon jeu peut s'adapter à des conditions bien différentes. Donc ça, c'est vraiment positif. Mais en tout cas, oui, le choix de Kigali était un bon choix. Toi aussi, tu as joué en Afrique, au Zimbabwe. En futur, oui. Ouais, je suis allé à Zimbabwe et Sénégal. Sénégal, c'était génial. Les tournois à Dakar étaient super bien organisés. Zimbabwe, c'était un peu plus compliqué. Mais après, je pense que je suis un des joueurs j'ai joué. À chaque fois qu'il y a des tournois en France, je les ai joués. J'ai un peu moins voyagé que d'autres joueurs. Je voyageais pour les tournées sur les Grands Chelems, quand il fallait aller aux États-Unis, en Australie. Mais en règle générale, je restais quand même beaucoup en Europe. Déjà, jouer toutes les saisons en indoor, un maximum possible, c'est ce qui me permettait de prendre le plus de points, c'est là où je jouais le mieux. Mais c'est vrai que maintenant, quand on voyage depuis l'après-Covid, c'est vrai qu'on a une bande de supporters qui nous suit un peu partout. Ils ont créé ça, la Tribune Bleue. La Tribune Bleue, là, ouais, ça. Donc c'est top. Ils viennent en Australie, ils sont venus en Australie, ils sont sur les tournois en Europe, aux États-Unis. Donc c'est vrai que maintenant, partout où on joue, on est soutenu. On est un peu comme, les Chiliens, quand ils sont en Australie, ils ont toujours un contingent de supporters qui les poussent. Là, maintenant, nous, c'est pareil. Donc je pense qu'on est ceux qui sont le plus supportés dans le monde maintenant à travers chaque tournoi. Donc c'est top, ça donne une énergie positive à tout le monde et ça nous donne envie de nous dépasser sur le court. Quand on passe de 30 degrés en Afrique à un climat beaucoup plus froid, venteux, il y a des galères aussi parfois de transport, j'imagine, quand c'est dans des pays un peu moins dotés que les nôtres. C'est dans ces moments-là qu'il faut garder foi dans le tennis, se dire ce que je fais, c'est pour la bonne cause. Il y a eu des galères quand même dans ces... Ouais, ça peut arriver, il y a toujours des retards d'avion où t'as pas ta valise. Le plus embêtant, c'est quand tu mets tes raquettes en soute, quand ils les acceptent pas avec toi et que tu les récupères pas, qu'elles sont pas arrivées. Ouais. Ça, c'est un peu embêtant. Ou que tu les récupères mais qu'elles sont toutes cassées. Ouais. Ça, c'est quand même rare, ça m'est jamais arrivé, mais c'est rare. On avait vu Gaël qui avait posté, ils avaient pété toutes ses raquettes, mais c'est vrai que ça peut arriver. Après, comme un cas comme Valentin qui vient de gagner 2 tournois et qui change de
continent et qui va dans des conditions complètement différentes. Je pense qu'avec la confiance que tu accumules les semaines d'avant avec les victoires, c'est plus facile. C'est plus facile. T'oublies voilà, que les conditions sont dures et ça te permet de gagner des matchs. Et voilà, tu t'adaptes plus rapidement que si tu as fait 2-3 premiers tours et que tu changes de conditions. Et là, c'est un peu plus dur. Le questionnement est plus important quand c'est le cas, quoi. C'est ça, il faut aussi réussir à sortir du lot et aller chercher ces victoires qui poussent à continuer, parce qu'il y a forcément des moments où c'est plus difficile que d'autres. Parce qu'en tennis, on perd plus qu'on gagne, hein, c'est le jeu. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des moments l'année dernière où j'étais un peu plus dans le dur et j'avais enchaîné pas mal de premiers tours d'affilée. Ouais. Donc ouais, en fait, dans ces moments-là où on passe pas vraiment beaucoup de tours et on se pose des questions et on se dit mais voilà, est-ce que je dois faire ça différemment ? Est-ce que je fais la bonne chose ? Est-ce que je fais le bon choix de prog ? Est-ce que je fais le bon choix de tel team, de telle raquette ? On se pose toutes les questions possibles et imaginables en fait. Mais voilà, à la fin de la journée, le but c'est de voir un peu l'envers du décor et de voir un peu de prendre du recul et de se rendre compte un peu de là où on veut aller en fait. Et c'est ça qui, en tout cas pour ma part, qui me motive tous les matins et surtout de se rappeler pourquoi on a commencé surtout. Pour ce genre d'émotion, voilà, au premier tour de Roland Garros qu'on vit en fait en tant que joueur de tennis. Donc ouais, je trouve que c'est important de savoir où on veut aller et surtout d'où on part. Ouais, quand puis on voir le chemin accompli exactement. Jusqu'à un premier tour de Grand Chelem à la maison à Paris. Toi, c'était dimanche et c'est pas tombé à un très bon moment parce que c'était pendant l'hommage à Rafael Nadal, il me semble. Enfin, ton match a été long, mais tu as joué pendant l'hommage à Rafael Nadal et tu me racontais que t'entendais ce qui se passait sur le Châtrier parce que tu étais sur le cours 6 et que c'est juste à côté. Ouais. Alors c'était assez particulier. C'est vrai que quand j'ai joué, c'est difficile de ne pas entendre le speaker du Châtrier. 2010, 2011, exactement, de crier de toutes ses tripes le nom de Rafael Nadal et qu'il y a tout le Châtrier qui gueule tous en chœur. Voilà, et j'avoue qu'à un moment donné, j'étais sur un changement de côté, j'étais un peu dégoûté de ne pas être... De louper ça. Ça. J'aurais pu demander une pause. Ouais, j'aurais pu arrêter tout le monde dans le stade. Toilet break. Je vais juste passer une tête dans le Châtrier. Donc ouais, non, c'était assez dingue. Et puis je l'ai recroisé un peu plus tard après mon match, quand j'étais en conférence de presse après mon match. Il est passé dire au revoir à tout le monde. Et c'est vrai que voilà, il dégage toujours une aura très particulière et je crois qu'il a la réputation d'être très convivial et très amical avec tout le monde. Avec tout le monde, que ce soit Gilles Moreton à Limoresmo et puis ceux qui s'occupent des cours. Ouais, ou du ménage ou n'importe quoi. Et il dit bonjour à tout le monde. Il dit bonjour à tout le monde, il est très amical avec tout le monde, il se prend pas du tout la tête comme d'autres joueurs, on va pas en citer, mais c'est... On peut en citer, hein. Non, pas tu penses à qui? Non, je dirais pas non. J'ai pas envie de mettre on n'est pas là pour balancer des casseroles aux fesses. Ça a été une source d'inspiration pour toi, Rafael Nadal? Oui, je pense que, pas que pour moi, mais... Oui, mais là, je te pose la question à toi, en plus si t'aimes bien la terre battue. C'était... Pour moi, Rafael Nadal, c'est plus qu'un joueur de tennis. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours donné énormément de motivation et qui m'a donné envie de jouer au tennis, tout simplement, en fait. Parce que les émotions que lui m'a transmis et nous a transmis, c'est complètement dingue. Et je voulais, quand j'étais tout gamin, je voulais faire la même chose. Je voulais fouler la terre de Roland Garros et inspirer les gens, en fait. Pas seulement gagner des matchs ou des grands chelems, c'est incroyable, mais c'est vraiment laisser sa trace. Et là, pour le coup, il y a vraiment sa trace qui a été gravée là, sur le cours Philippe Châtrier à jamais. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment d'inspirer les prochaines générations, de laisser sa trace sur le tennis français et mondial. Ça t'a ému, toi, Grégoire, Ouais, t'as vu la cérémonie? Ouais, je l'ai regardé, j'ai pas loupé une miette. C'était assez incroyable. Ça lui ressemblait finalement. C'était assez simple et c'était magnifique.
Voilà, quand il est arrivé tout seul, même quand on le voit attendre avant de rentrer sur le fil Châtrier, on le sent déjà un peu touché. Voilà, c'est une ère qui est en train de s'éteindre pour nous. Il ne reste plus que Djoko et Stan encore, qui était aussi, qui fait quand même partie de ces joueurs-là qui ont super bien joué. Mais c'est vrai que ça a fait bizarre de les voir les 3 autres arriver avec lui, les 4 réunis. Voilà, on se dit que on a passé quand même 20 ans de grands moments, de matchs incroyables où on s'est refait je ne sais pas combien de fois tous leurs matchs, tous leurs highlights. Et je ne sais pas si on aura la chance de revivre une époque comme ça avec autant de bons joueurs en même temps. Mais c'est vrai que c'était assez touchant de le voir laisser sa marque sur le terrain. C'est une belle idée, c'est une super idée. J'ai dit à Richard hier soir avant son match, avant-hier soir, je lui ai dit quand tu rentres sur le terrain, tu vas toucher la marque, t'envoies un coup droit et tu cries comme Rafa. Et il m'a dit je suis pas sûr de le faire, hein, mais c'est vrai que c'est une idée incroyable. C'est vrai que il sera toujours là, il va toujours, à mon avis, de par son académie et tout ce qu'il fait, continuer à transmettre. Mais c'est vrai que ça a fait quelque chose cette année à Roland-Garros entre ses adieux à lui, Richard qui va terminer, Caro aussi. Aussi. On perd du beau monde qui a super bien joué au tennis et des styles différents et ça va faire un vide quand même. Toi, tu sais ce que tu vas faire après le tennis? Ouais, je vais rester dans le tennis. Moi, je m'entraîne à la All-In Academy depuis 8-9 ans maintenant et je vais intégrer un peu l'académie, que ce soit un peu sur le terrain et un peu en dehors. On a des tournois, on fait des challengers, on a un grand prix. Et donc j'ai envie de continuer, de découvrir un peu aussi cet aspect-là dans les événements et puis de transmettre. Donc je vais essayer d'être un maximum aussi sur le terrain avec nos joueurs. Je pense que de par mon parcours, j'ai connu plein de choses dans ma carrière, beaucoup de hauts et beaucoup de bas aussi. Et j'ai su à chaque fois revenir. Donc je pense que j'ai pas mal de choses à transmettre et j'ai hâte que ça arrive, de terminer, de pouvoir passer à cette nouvelle vie et d'être un peu plus sur le terrain parce que on redécouvre, je redécouvre le tennis finalement. J'ai perdu assez tôt en qualif, très rapidement, mais j'ai été voir tous les matchs des Français. C'est bien aussi d'aller regarder les autres. Au début, je le faisais un peu moins, mais là, sans pression, tu regardes les matchs différemment, tu analyses beaucoup plus et il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'ai hâte que ça commence. C'est important d'avoir de la transmission. En parlant de ça, il y a une passe qui se tourne avec Nadal, Federer, Murray qui sont partis, Djoko qui est plutôt sur la fin, on va dire. Toi, tu as joué Carlos Alcaraz qui représente cette nouvelle génération. C'était à Shanghai au deuxième tour de ce Masters 1000. On a une très belle balle de match d'ailleurs. Carlitos, ça fait du Carlitos. Contre les jambes, non? Ouais. C'était le petit winner. Et il ne s'est pas laissé prendre par l'amorti. Qu'est-ce qu'il a eu? Tu retrouves un peu de Nadal en lui, de Federer, il y a quelque chose de spécial toi qui l'as affronté. C'est vrai qu'il a un peu de Nadal et un peu de Federer. Il crée beaucoup de choses sur le terrain, un peu comme Federer, et il se déplace extrêmement bien, un peu comme Rafa et Djoko. Mais c'est vrai qu'il est très explosif, il fait beaucoup de choses et il prend beaucoup de plaisir sur le terrain et on le voit tout le temps sourire. Tenter plein de coups un peu extravagants et les réussir. On sent qu'il est assez relâché quand même. Mais c'est vrai que c'était une super expérience de le jouer. J'aurais pu mieux faire, je pense. J'étais un peu dans le dur au début du match. Ça s'est pas très bien goupillé, les jeux. Et je me suis mis un peu de pression. Mais une fois que je me suis relâché, c'était un bon match. Je pense que j'aurais pu accrocher le troisième quand même. Mais c'était génial de pouvoir le jouer. J'avais jamais joué Rafa, Roger et Djoko, donc de pouvoir jouer un champion comme ça, un petit mélange des trois, c'était quand même assez cool. La relève est là en tout cas avec le tenant du titre, Carlos Alcaraz, qui a gagné son match hier au premier tour. Je vous sens bien là, sur Nadal, donc on a prévu un petit quiz pour vous départager. Okay. Connaissez-vous bien Rafael Nadal? On a parlé de Carlos Alcaraz, il était à ses côtés pour son dernier tournoi, c'était la Coupe Davis à Malaga au mois de novembre. La première question, qui fut le dernier adversaire de Rafael Nadal en carrière? En carrière C'est Djoko. Alors c'était à la Coupe Davis.
Ah, la Coupe Davis. Ouais. Ah, C'était son parce que dernier sinon match. c'était les. Ah oui, c'est vrai qu'il a joué. Botic, 22 ans. Si, bien joué. Ouais, c'est c'est ça. Botic, ouais. C'est le néerlandais, mais effectivement, il y avait eu Djoko aux Jeux Olympiques Ouais. avant, Ouais. au premier tour. Pas de bol, au Il y tirage. avait eu Zverev aussi. Zverev son au premier dernier tour de Roland. Roland, et puis il y avait eu une finale contre Nuno Borges, Ah bah, je t'ai- après Roland Garros Ah à ouais, Bastard. à Bastard. Voilà, parfait. Ah, on le connaît un petit peu quand même. Alors, deuxième question, on a parlé du dernier adversaire. Qui fut son premier adversaire à Roland Garros? C'était en 2005. Ah, On a en vu plus, je l'ai- passer je un l'ai peu des lu, oui, il y a vidéos, 2 ouais. jours, c'était sur le cours numéro 1, je pense que c'est la seule fois où il n'a pas joué sur le central ou le Langlen. Je sais plus, c'est un Lars, je sais pas quoi, ou Ouais, quelque chose comme ouais, ça. Mais je t'as le sais. prénom. Ouais, j'ai le Lars. prénom mais j'ai pas le nom. Lars, putain, c'est un Danois ou Suédois. Là, je ou- pourrais. C'est, J'ai juste le prénom. non, c'est un Allemand, mais il a un nom, Lars Burgsmüller, Ouais, c'est trop. qui trop était compliqué. le premier adversaire de Rafael Nadal. Et il s'est peut-être dit qu'il irait loin, Ce sera un bon joueur. ce genou. C'est ça. Alors ensuite, qui a le plus souvent battu qui a-t-il le plus souvent battu en finale à Roland Garros, pardon? Qui a-t-il Roger, je dirais. Roger, je dirais. Ouais. C'est peut-être 6 fois ou. 4 fois, faut Ouais, pas, quatre faut fois. pas exagérer. Hein. Il sera pas content. 4 fois, il y a eu quelques roasts, Ouais. mais c'était déjà pas mal. Plusieurs bulles. 4 fois. Ouais. Il y a eu un Plusieurs bulles en 6-0. Ouais. finale. Ouais. Ouais. Il a gagné beaucoup de matchs à Roland Garros. Rafael Nadal, combien en a-t-il perdu? Est-ce que vous savez? En comptant les forfaits, Non, de matchs joués et perdus. je pense qu'il doit être à 98 victoires et. 4 défaites pour Dote, je crois. Ouais, je pense. Ouais, 4 défaites, Ouais. c'est ça. Bien joué. Une contre Soderling, une contre Novak. Ouais. Zverev, Zverev et et, Novak. De Novak. Ouais, je de pense. Novak, Ouais. ouais, c'est ça, ouais. 2 fois La plus Novak. marquante, c'était quand même celle de Soderling, où c'était la première fois qu'il perdait pour Dote, quoi. Ouais, c'était en 2009 et ça a permis à Roger Federer d'aller gagner son unique Roland Garros ensuite. Ouais. Merci Robin. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ah bah toujours. Hein. Et surtout le malheur de Nadal fait le bonheur de beaucoup de monde. Ouais. À Roland Garros. À Roland Garros, en tout cas. Pas des fans, Non, bien sûr. au début, début, les ouais. fans n'étaient pas très contents. Quand Au on début, l'aimait pas trop. c'était toujours lui qui gagnait, mais après, quand tu commences à en gagner 8, 9, 10, Voilà, on t'as a envie qu'il que- s'arrête plus en fait. Ouais, exactement. À 14, c'est pas mal. Quel joueur a-t-il le plus affronté dans sa carrière? Djokovic, Federer ou Murray? Djoko. Ouais. Ouais, 60 fois. Enfin, 29-31. et c'est souvent. Pour qui? C'est 60 fois quasiment qu'en C'est demi ou en c'est finale. Djoko qui a le plus de victoires. 31 pour Djoko, 29 pour son Complètement Rafa. dingue. Complètement dingue. 60 fois, c'est pas mal quand même. Bah ouais. Combien de comme, titres là-dessus? Combien de finales? ouais, C'est ouais, énorme. c'est qu'en fin de tournoi à chaque fois. en Oui, plus, donc, souvent, ouais. Combien de tournois a-t-il gagné sur terre battue? On sait qu'il y a eu 14 Roland Garros. Alors son premier titre de sa carrière, c'était sur terre battue en Pologne, je crois, ça c'est sûr. Bien joué. Ouais, je dirais 40, 38, 40. C'est plus, 80. c'est moins. Il doit être à peu près à 80 titres, je pense. Ah, il était à 80 titres, je pensais qu'il était à Comme plus, ça. plus Ouais, en tout, 90. En tout, donc on va aller 65. 63, on est pas mal. Belle. Pas mal. 63. En quelle année est-il devenu numéro 1 mondial pour la première fois? Rafael Nadal. 2008. 2008. Ah, 2008. Ouais. C'est un peu tôt. Et il gagne à Roland. Hormis Roland Garros, quel est le tournoi qu'il a le plus gagné? Monte-Carlo. Barcelone, Barcelone, ouais, 12 fois. Bien joué. 12 fois, putain. Incroyable. Il a plusieurs décimas, ouais, sur terre battue. Et Monte-Carlo, combien? 10 fois? 11 peut-être, ouais. À vérifier. Ah là là, j'ai pas révisé. Dernière question. Combien de Coupes Davis Rafael Nadal a-t-il remporté? Parce que ça fait aussi partie de son ADN. Il a toujours été présent pour l'équipe Ouais, d'Espagne. Il s'est pas contenté d'en gagner une et il a J'irais arrêté 3. après. 2 ou 3. Moi je dis 2. 4. Quatre On Coupes n'est pas bon. Davis. On n'est pas C'est bon. énorme. On est vraiment pas bon. Bon, vous êtes quand même pas mal. 4 Coupes Davis, ouais. Moi, je m'en souviens de une très particulière où il joue la France à Séville, il me semble, dans une arène complètement dingue. Ouais. L'arène au taureau qui était. Voilà, c'était impossible de Impossible gagner. de faire, ouais. C'était impossible de gagner contre Rafa. Je pense qu'il devait bien y avoir 20 000 personnes dans le public, ça devait être complètement dingue. Alors, il jouait sur de la terre jaune, il me semble. Il avait joué sur la terre
là où ils mettent les taureaux dans l'arène avec Ouais. les toréadors. La corrida. La corrida. Les images étaient complètement dingues et puis lui il était comme un taureau dans une arène. Ouais. En 2011, ouais. Bien joué. Vous êtes pas mal sur Rafael Nadal. Et pour finir, je crois, Grégoire, que tu es un supporter parisien. Ouais. En tout cas, tu es allé voir Liverpool PSG avec Lucas Pouille. Bah, c'est vrai, on C'est était vrai tous les deux blessés, donc on en a profité. Ça a ses avantages. Lui, il a été en béquille, en botte, Ouais, il a j'avais bien vu les souffert, photos. mais on espère Vous que... avez été un porte-bonheur pour le PSG. Bah, pour à l'instant, on a Liverpool. quasiment fait tous les matchs à domicile en Ligue des Champions cette année. Donc, Direction Munich samedi. j'espère, il faut trouver, j'arrive pas à trouver de place. Ouais, si t'as des plans, hein. mais j'espère d'abord être là en double encore, et si jamais Ouais. j'y suis pas, je vais essayer d'y aller pour les supporter. C'est la bonne année. Petit pronostic. 2-1 Paris. On va quand même souffrir un peu. Et Moi toi, Valentin je dis 2-0 Paris. Ah ouais, bon bah on est sur 2 victoires de Paris, on est Voilà, bien. parfait. On est bien. Bon bah en tout cas c'était top de vous avoir tous les deux avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. beaucoup d'être Merci venus. beaucoup. Merci. On va suivre vos matchs de double Ouais. cette semaine, donc ce sera mercredi ou jeudi, on n'a pas encore le programme. Merci à Maxime, à Seb, merci à Romain aussi en régie pour la préparation de cette émission. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau retour gagnant et on aura rangé les mouchoirs.